Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition d'un Boucher Double Appel numéro 2 de janvier 2025. Pardon pour ce retard, nous avions promis que ce serait probablement entre Noël et le jour de l'an. Nous avions prévu de le faire également à l'automne, mais pour diverses raisons, en particulier suite au développement des diverses attaques, en particulier contre Pierre Hilard, nous avons préféré temporiser, en particulier lorsque la période de Noël s'est approchée. Vous allez le comprendre tout de suite. Mais tout d'abord, j'accueille mon complice, mon partenaire dans ces émissions que nous avons réalisées, plus de 50 heures d'émissions désormais, depuis plus d'un an, Grégorovitch, principal animateur du site de réinformation sur la gnose mondialiste, noh.es. Grégor, bonjour à vous et tous mes vœux, puisque nous sommes encore dans cette heureuse période de Noël. Joyeux Noël à vous, bonne année 2025, à vous, à ceux que vous aimez ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent. Merci, je vous retourne mes vœux à vous et à tous nos auditeurs. Alors mon cher Grégor, comme vous le savez, les bouchées double appel en fait se reposent sur le principe des questions de nos auditeurs. Alors habituellement ce sont des anonymes qui nous contactent par divers formulaires, que ce soit sur votre site internet, sur le groupe IOR que vous pouvez retrouver sur Telegram, IOR, qui est animé par vous et ainsi que par les autres membres du collectif. Je pense évidemment que je les salue, je leur souhaite également une bonne année 2025. Je pense bien sûr à Théière de Jardin, Pascal, BHL et quelques autres. D'habitude, disais-je, ce sont des anonymes qui nous contactent, mais il arrive également que nous donnions la parole d'une certaine façon à des stars américaines. Alors là, en l'occurrence, à tout seigneur, tout honneur, la première question est une question d'Alain Soral. Si tu prétends mener un combat efficace parce que tu ne combats pas le CRIF, par exemple, en France, mais tu combats les Lubavitch, la question est, comment se fait-il que vous n'ayez pas d'emmerde ? Alors, c'est une question qui a été publiée le 14 septembre à la une du site Égalité et Réconciliation. Et en fait, elle a été tirée de sa conférence qu'il a donnée au Festival de la Réconciliation en août dernier. Je crois que c'était aux côtés de Xavier Poussard d'ailleurs. Et il a fait 40 minutes sur vous. Vous y reviendrez probablement. Donc, j'ai envie de répondre un peu la même chose. C'est qui peut croire que l'opposant numéro 1 au système, qui compte donc 85 procès et qui a donc effectué en 20 ans seulement une vingtaine d'heures de garde à vue, donc 24 en 2020 et 4 en 2024, et 40 jours de bracelet électronique, soit un réel danger pour le système. Bien sûr que non. Donc tout ça est une censure promotionnelle. D'ailleurs, vous nous aviez raconté cet épisode où il y avait la plupart des procès qui étaient évitables. Ensuite, il dit que parler des Lubavitch n'apporterait pas d'emmerde. Alors, pourquoi ER évite le sujet ? Troisième élément, Soral doit son bracelet électronique des 40 jours à la condamnation qu'il a eue par la grosse lesbienne. Cela la rend-elle plus puissante que le CRIF ? Évidemment que non. Et il en va de même pour le CRIF et Chabad. Donc, ces procès ne sont pas utilisés pour faire taire Soral, mais pour faire taire ses contradicteurs, les contradicteurs de son camp, tout en cachant que le pouvoir réagit à tout cela. Je pense notamment à deux exemples. Le premier, où il y a eu la conférence de l'Action française qui a été annulée en octobre, où vous deviez y être, ainsi que Pierre Hilard. Je pense également à notre ami commun Xavier d'Haltérophilo, qui a vu des problèmes de salle, justement avec l'invitation de Pierre Hilard. Donc, on est là, pour le coup, en véritable enfumage subtil de l'ex-Germano-Pratin, puisque c'est lui qui parle de café de flore, etc. Tout à fait. Alors, sur la question de l'annulation, en effet, de la réunion publique de la Journée d'Action française prévue en Avignon, elle a été annulée suite à des menaces sur le propriétaire de la salle, comme je le rappelais d'ailleurs dans une brève du dernier magazine, de la dernière livraison de ODA Mag 3. Et en effet, cela, ça ressemble diablement à des choses qu'on a vues par ailleurs, c'est-à-dire, alors on pourra mettre toujours ça sur le compte des antifas, bien sûr, puisque les antifas étaient les principaux protagonistes de ces menaces. Tout ça, d'ailleurs, il faut rappeler quand même que quelques jours avant la tenue de cette réunion, il s'agissait d'une tenue aussi d'un grand congrès antifasciste en Avignon, sous la présidence de Monsieur Arnaud, je crois, patron de la Jeune Garde et député apparenté LFI, qui est député du coin, donc, qui est député de cette circonscription, et qui a réuni 400 d'antifascistes d'un peu partout en France. Et cette menace, évidemment, a conduit à l'annulation de cette journée d'action française, mais il n'est pas interdit de penser qu'il y ait pu y avoir une communication par le canal qu'on a déjà identifié, Christian Boucher, Jean-Yves Camus. Et je le rappelle,
a patronné toutes les activités antifascistes, de surveillance de l'extrême droite, d'analyse de l'extrême droite dans les plateaux télé depuis les années 90, et qui est le parrain en politique de Rudi Reichstadt. Je n'y reviens pas. Alors, en effet, sur la question aussi d'égalité et réconciliation, plus exactement le festival de la réconciliation, qui se tient donc à la ferme en Bourgogne, le niveau de malaise a été stratosphérique, hein, puisque pendant les 40-45 minutes que sera la consacrée à me débiner, à me critiquer, d'ailleurs de manière assez fictive, hein, parce qu'il prétend que j'aurai des problèmes d'alcoolisme, que je serai un incapable, je ne sais quoi. Donc, il a déblatéré ça devant 350-400 personnes pendant près d'une heure. Et donc, parmi les mensonges qu'il a déployés à ce moment-là, il a également parlé de la proposition qu'il m'aurait faite, puisque le torchon brûlait déjà entre lui et nous sur la question Voldemort, hein, sur la question interdite des Chabad Lubavitch. Il a prétendu qu'il m'avait proposé, avant notre rupture, enfin, depuis la cessation de notre collaboration, mais avant la rupture ouverte devant le public, suite justement au boucher double, eh bien, il m'aurait proposé d'écrire un « Comprendre les Lubavitch ». Il a prétendu ça devant le noyau dur de ses supports, de ses soutiens, de ses fanboys, même on peut dire. Seulement, c'est un terrible mensonge. D'abord, il ne peut pas le prouver. C'est s'il a fait cette proposition, il a dû la faire par écrit, je suppose. Il devrait pouvoir produire des textos ou des courriels, chose qu'il ne peut pas faire puisque nous n'avons eu aucun échange, ni vocal, ni écrit, par quelque canal que ce soit, depuis la parution des articles, d'abord sur le site du CRIF, m'accusant d'être le principal relais du Hezbollah en langue française, puis sur Street Press, m'accusant de monter des maquis anti-islamistes dans les campagnes bretonnes. Aucun échange. Voilà, ça c'est la première chose. Donc, oui, et permettez-moi juste d'ajouter, il y a quelque chose qui ne va pas dans son argumentation, c'est que s'il vous traite d'incapable, ça ne va pas pour vous confier la tâche d'écrire un livre aussi important que sur la petite communauté. Oui, alors j'ai relevé le défi en plus pour l'humilier toujours un peu plus sur les réseaux sociaux parce que je ne suis pas avare de mon mépris à l'égard d'Alain Soral. Donc pour faire bonne mesure, je lui avais répondu favorablement sur Twitter pour lui faire savoir que ma réponse était positive, que je l'apprenais à l'issue de la tenue du festival 2024 et que donc j'attendais de savoir quelle était la suite pour cette collaboration, évidemment sur le ton de l'humour, je dirais même sur un ton satirique, sur un ton ironique. Voilà, pas de réponse depuis évidemment. Il a quand même menti devant ses principaux fanboys et ça devrait quand même alerter les gens parce que ce mensonge dévoile le mépris dans lequel il tient la base des DIMI, la base des militants de base d'égalité et réconciliation. Voilà pour ça. Alors ensuite, il y a quand même un autre point qui me semble très important. Dans toutes les grandes villes du monde, qu'elles soient aux États-Unis, en Russie, en Europe, jusque dans les derniers recoins du monde, jusque sur les plages d'Australie, le Beth Lubavitch allume des menorahs de Hanouka. Donc le Beth Lubavitch allume des chandeliers de la fête des Lumières, si vous voulez, partout dans le monde. Et rien qu'à Paris, ce sont 40 places qui se sont illuminées de ces menorahs géantes. Et dans le même temps, pendant toute la période de Noël, nous avons assisté sur les chaînes d'information en continu, que ce soit BFM TV, CNews ou I24, la diffusion de spots publicitaires annonçant justement la fête de Hanouka. Donc, vous avez eu ces spots diffusés sur chacune de ces chaînes 6 fois par jour, du 25 décembre au 2 janvier. Et là, sur Égalité et Réconciliation, pas une ligne. Enfin, un tweet dans la récolte de M. Sapaodia, alors que ça a scandalisé toute la chiassidance à pied, si vous voulez, tous les militants en étaient scandalisés, ça en faisait des gorges chaudes sur les réseaux sociaux, mais pas une ligne sur le site amiral de la réinformation en langue française, pas une ligne sur le premier site antisioniste, pas une ligne sur le premier site réputé antisémite de France. Et pas une ligne et surtout pas un mot sur les Lubavitch. Parce qu'à la rigueur, une année ou l'autre, ils ont pu produire un petit quelque chose sur les menorahs, mais le mot interdit, le mot tabou Lubavitch n'est jamais prononcé. Je rappelle que pourtant, ce sont les Lubavitch qui sont à l'origine de l'imposition progressive de cette fête dans l'espace public, qui s'impose aussi bien d'ailleurs à la communauté juive, qui souvent s'est éloignée de la pratique religieuse, que à l'ensemble des nations, puisque cette campagne de Hanouka sont des campagnes internationales. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ont cours aussi bien à Washington que à Moscou, sous les fenêtres du Kremlin. Ça s'était produit l'année dernière, souvenez-vous, à l'Élysée, et ça se produit encore une fois sur 40 des plus grandes places de Paris. C'est énorme. Je savais même pas qu'il y avait 40 places où l'on pouvait tenir ce genre d'événement à Paris. Pourtant, je suis un Parisien depuis de nombreuses années. Donc, voilà où nous en sommes. Mais alors, comment sait-on que ce sont les Lubavitch qui l'ont imposé? Parce qu'on a cet article, je dirais ce premier article, qui en rend compte en 1987 dans le journal Le Monde. À l'époque, j'avais 8 ans.
Et en 17 ans de dissidence, nous n'avons eu que 5 occurrences du mot Loubavitch, dont 2 pour les défendre. On se souvient du fameux article pivot de Lucien Cerise, pour en finir avec les Loubavitch contrôlent Poutine, où il nous défendait la thèse inverse, que c'est évidemment Poutine qui contrôle les Loubavitch. Bon, je passe. On a déjà parlé de ça dans les bouchées doubles 1 à 12. Voilà où nous en sommes sur cette affaire des menorahs géants et du silence d'Alain Soral qui prétend s'attaquer au vrai pouvoir. Mais pourquoi, puisque nous n'avons pris aucun risque à parler des Loubavitch, pourquoi, diable, est-ce que le mot n'apparaît jamais sur le site d'égalité et réconciliation, que ce soit lors de l'affaire des tunnels ou de l'affaire des menorahs de 2024-2025? Enfin, je veux dire, c'est proprement ahurissant et cela devrait réveiller les derniers d'IMI si cela était encore possible. Et oui, vous avez raison. Donc, non seulement en 18 ans maintenant d'existence, il y a eu 5 moments clés, dont 2 ou 3 pour les défendre, mais il y en a un qui n'est pas sur la frise. C'est que dernièrement, Alain Soral a déclaré que finalement, on avait mal compris son propos lorsqu'il s'agissait de dire que la petite communauté ne faisait pas de politique et que c'est parce que c'était un sujet qui ne le passionnait pas, mais qu'il fallait pas en faire une histoire, etc. Bon. Et qu'on était vraiment mal intentionné pour y voir quelque chose. Mais il oublie de rappeler qu'en juin 2024, il a renchéri à ce moment-là, puisqu'ils ont changé 15 fois de stratégie à adopter pour faire face à ce problème. Il a quand même déclaré que c'était un sujet ridicule et dérisoire. Donc, quand il dit que Hillard dit la même chose que lui, il y en a un qui dit que c'est une petite communauté et un sujet ridicule et dérisoire, et un autre qui vous dit que c'est un empire. Il y en a un des deux qui ment. Je vous laisse trouver lequel. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, le nom est important, puisque par exemple, vous avez certains trolls de R, certains militants de R qui se sont empressés dimanche 5 janvier de dire « Ah mais si, vous mentez, puisque vous voyez, ER en parle ». Parle d'un tweet où il y a une menorah dans la récolte hebdomadaire de Sapodia, c'est tout. Sur 8 jours où on entend matin, midi et soir sur BFM CNews et E-News le spot Betz Loubavitch, eux, ils font le boulot, puisque finalement, ils sont financés, mais eux, au moins, ils parlent des Loubavitch. Et le nom est important, parce que quand il s'agit de la secte Leftaor, ils vous le disent que c'est la secte hassidique Leftaor, ce qu'ils ne font pas pour les tunnels Loubavitch l'année dernière, et ce qu'ils ne font pas avec les menorahs. Si les menorahs avaient été mis en place par la secte hassidique Leftaor, ils donneraient le nom. Or, ils ne le font jamais. Alors, je vous propose, Grégoire, de passer à la question suivante, si vous le voulez bien. Suite à la une d'Alain Soral contre Pierre Hillard, celui-ci a coupé avec Égalité et Réconciliation. Pourquoi a-t-il alors maintenu sa dédicace à la librairie Vincent? Alors, on parle de la réponse d'Alain Soral qu'il a publiée donc le lendemain de cette une qui était contre nous, pour dire pourquoi on n'a pas d'emmerde. Eh bien, le dimanche, vous avez une autre une, cette fois contre Pierre Hillard. Grosso modo, Hillard disait la même chose que lui 13 ans après. Et donc, on peut se poser la question, mais alors, quel est le problème? Pourquoi une telle rancœur? Pourquoi un tel drama? Soral va parler de bottin et va multiplier les attaques sous la ceinture. Il y a un point important, me semble-t-il, Grégoire, c'est de rappeler que les attaques contre Pierre Hillard n'ont pas commencé après le 11 septembre, date de l'annonce de publication de son livre Comprendre l'Empire Loubavitch, qui, je dis par parenthèse d'ailleurs, était le meilleur troll de l'année 2024. Ça a commencé avant, peut-être vous pouvez... Oui, en fait, ça a commencé au mois de mai. En fait, il y avait eu l'inénarrable Alexis Cossette-Trudel qui avait dit que Hillard dérape, puisqu'en fait, Hillard avait parlé de Trump aux mains des Loubavitch. Et en réponse, Cossette-Trudel avait parlé des Indiens Navarro dans le bureau ovale, que Trump recevait tout le monde et que son entourage était majoritairement peuplé de catholiques irlandais. Et donc, il y avait eu un mème qui avait été publié par Pierre et vous aviez donc Alain Soral qui était venu à la rescousse en faisant des allusions cette fois, en disant « mais on ne vous connaît ni femme ni enfant, à votre âge, c'est pas normal, qu'est-ce que ça veut dire, etc. » Un petit peu à la manière du chantage au secret de Éric Vérag, qui avait d'ailleurs tiré sur Pierre Hillard, qu'il l'avait fait donc il y a 1 an environ. Et donc, ce sont ces méthodes qui sont utilisées, c'est de faire des allusions pour dire « on peut le sortir, on va faire courir la rumeur, mais on peut aller plus loin, parce que si jamais ça va trop loin, ça vous discrédite avec votre propre public. » C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, puisque bon nombre se sont scandalisés du traitement de R vis-à-vis de Pierre Hillard. La deuxième chose, c'est qu'il n'a jamais répondu sur le fond. Peut-être pouvez-vous nous dire certaines de ses déclarations avant et après le 11 septembre. Ah oui, c'est saisissant. C'est saisissant. C'est inspiré évidemment d'un mème réalisé par BHL, membre du groupe IOR, que vous pouvez retrouver sur Telegram. Dans ce mème, BHL liste, je ne crois pas que ce soit exhaustif, les propos avant-après le 11 septembre 2024, date à laquelle donc Pierre Hillard a annoncé la parution de son livre
Comprendre l'Empire Lubavitch, il a fait ça chez Des Paluches et des Bouquins, après l'avoir, je crois, lancé sur Twitter X. Voilà ce que déclarait Alain Soral avant le 11 septembre. Les Lubavitch, un sujet ridicule et dérisoire pour ados en chambre de bonne. Après le 11 septembre, en regard, il déclare « Les Lubavitch, c'est surtout une petite communauté qui s'en prend à Soral et pas à Hilard. » Ah, donc c'est plus un sujet ridicule. C'est une communauté qui s'en prend à Soral. Avant le 11 septembre, Pierre Hilard est un honnête homme, c'est un érudit. Ensuite, Hilard est une pédale, il est pédé comme un phoque, le bigot tapette sont irrécupérables. Avant le 11 septembre, il déclarait encore « Je ne confonds pas Pierre Hilard et les deux salopards qui l'instrumentalisent, comprendre vous et moi. » Et ensuite, c'est « Je ne comprends pas les vrais catholiques qui démontrent leur foi par leurs actes et cette bigot tapette. » Parlant de Pierre Hilard. Avant le 11 septembre, il déclarait encore « Il est dans sa logique et dans sa croyance que je respecte totalement. » Ça, c'était très très peu avant le 11 septembre qu'il déclarait ça. Et juste après, aucun débat possible avec les bigots, ils ont la foi. Pierre Hilard n'est capable que de pensée circulaire. Voilà le niveau de flip-flap d'Alain Soral en fonction en fait de son niveau de rage, de colère, de passion. Parce que vraiment, on a affaire à un homme qui est esclave de toutes ses passions. Oui, et puis Lucien Cerise a mis en avant, oui, mais Pierre Hilard, il va quand même. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, dans la une rageuse d'Alain Soral, celle-ci avait été illustrée par le mail de réponse, le mail d'acceptation aux invitations d'ER Alsace et de ER Paris. Il avait accepté cela le dimanche midi, il me l'avait dit. Il a envoyé le mail et à 18h, il voit cette une avec son mail ou juste son adresse email est barrée. Le sentiment qu'il a eu et que chacun éprouverait, c'est qu'il a été piégé. Quel auteur irait tenir des conférences après un communiqué aussi dégueulasse de la part de Soral? Et donc, ils ont inversé la question en disant, mais ah oui, mais alors finalement, s'il veut plus rien avoir avec ER, il doit annuler sa dédicace avec la librairie Vincent. Or, Vincent n'a pas tenu de propos désobligeants, il n'a pas participé à ce piège. Et puis, si jamais ER ne voulait pas recevoir Pierre Hilard, eh bien, ils auraient décommandé la dédicace. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que la galaxie soralienne a suivi. On peut parler du média en 442, qui, en principe, est de la dissidence antisioniste, n'a pas reçu Pierre Hilard pour son livre Comprendre l'Empire Lubavitch, qui est sorti, voilà, 3 mois. Donc, ça pose question. Soral, d'ailleurs, il avait fait quelque chose d'assez révélateur quand on y repense, c'est que lorsqu'il avait été chez GPHA, je crois que c'était en octobre, où il avait notamment insulté Pierre Hilard à l'antenne, et là, Raphaël Bessiou avait dit stop à Alain Soral, Pierre est un ami, je ne vous permets pas de parler comme cela. Il avait juste enchaîné en disant non, mais en plus, j'ai pas été trop méchant puisque je lui ai permis d'aller à la séance de dédicace de la librairie Vincent. À l'époque, c'est passé comme une lettre à la poste. Sauf que, à la vue de l'affaire Poussard, qui a commencé, elle, en octobre, Soral avait dit oui, Xavier Poussard est un peu fatigué. Donc il fallait comprendre que la brouille avec Xavier Poussard avait déjà eu lieu. Alain Soral ne pouvait pas affronter Xavier Poussard et Pierre Hilard en même temps. C'était trop. En plus, la librairie Vincent se retrouvait au milieu puisqu'elle est en lien avec Xavier Poussard, mais aussi en lien avec Pierre Hilard. Donc il a ménagé. Eh ben, écoutez, de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la galaxie Soral, il y a des nuances. Vincent, ce n'est pas tout à fait Poussard, qui n'est pas Laurent Guyeno, qui n'est pas Youssef Indy, loin s'en faut, qui n'est pas Pierre-Antoine Plaquevent, etc. Donc, dans la galaxie Soral, il y a beaucoup de nuances. Il y a même des contradictions irrémissibles entre certains des acteurs, mais il faut comprendre que voilà que ça fonctionne justement comme une galaxie et pas comme une organisation stalinienne. C'est pas du tout ce qui se passe en interne même d'égalité et réconciliation. Il y a des nuances et donc il était logique qu'à partir du moment où Vincent invitait Pierre Hilard, qu'il maintienne ce rendez-vous, d'abord parce que c'est un rendez-vous commercial pour les deux, que Vincent, je le sais par des amis qui étaient présents à cette journée de dédicace, ont dû aller chercher des livres de Pierre Hilard, s'en procurer chez d'autres libraires qui en avaient en dépôt pour pouvoir, je dirais, faire face à la demande. Il y a eu un très très gros succès et évidemment Vincent a besoin de faire fonctionner sa librairie et donc je ne vois pas pourquoi, encore une fois vous l'avez dit, il n'y avait pas d'embrouille entre eux, il n'y avait aucune raison qu'ils ne maintiennent pas cette invitation et Pierre Hilard n'avait aucune raison non plus, puisqu'il y a toujours une bonne relation avec Vincent, d'annuler de son côté, parce que justement Pierre lui ne confond pas les gens entre eux et il ne confond pas Alain Soral et Vincent. Enfin, c'est l'explication que moi en tout cas j'en ai eu, c'est que il y a des adultes qui par exemple peuvent tenir parole et peuvent se rendre des services mutuels, fussent-ils pas toujours d'accord sur tout. Et puis je pense que de toute façon, Vincent, qui avait pour sa part justement travaillé avec Ratier sur
les guerriers d'Israël, le Bnei Brit, etc., je pense qu'il sait aussi reconnaître la valeur du travail de Pierre Hillard, tout simplement. Une autre question, si vous le voulez, Grégorovitch, la troisième de ce Boucher double appel 2. De l'autre côté, on voit Géopolitique profonde mettre en avant Ludovic Malot et Charles Monarque, lesquels rendent hommage à Pierre Hillard, y compris sur le sujet interdit. Alors, en effet, mon cher Grégor, on a vu émerger des sortes de corneilles. Hein. Après Jean-Maxime Corneille, on a eu un vol de Corneille qui a envahi le plateau de GPHA. Alors, je regretterais presque le Corneille parce que malgré son côté New Age, blavatskien, délirant, maçon avoué, etc., et son côté aussi bombardement d'informations de qualité très médiocre, hein, tout ça très mal digéré, il y avait quand même un petit niveau. Il y avait un petit niveau, il y avait une espèce de tentative aussi d'imiter ce que nous faisions nous-mêmes sur les BD 1 à 12. Mais alors là, on est tombé on est passé en gros, si vous voulez, de la doctrine secrète de Blavatsky à l'émission mystère, quoi. C'est-à-dire que là, on nage en plein tabloïd, ésotérico, n'importe quoi, avec deux nouvelles corneilles, hein, en la personne de Ludovic Malot et Charles Monarque. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous, Grégor? Déjà, la première des choses, alors, effectivement, il y a une frange de la dissidence qui, finalement, est souvent apparentée aux reptiliens, aux platistes, etc. C'est cette frange de la dissidence où tout est symbole. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement eux en tant qu'individus. C'est le fait que ce sont deux inconnus, puisque Ludovic Malot et Charles Monarque, donc Monarque c'est son alias tout trouvé, ils ont été reçus comme des invités exceptionnels de GPHA. C'est-à-dire qu'il y a eu un déplacement de Mike Borowski, je crois, dans un hôtel, pour dire qu'il allait rencontrer Malot. Après, il y avait la une, et que j'avais trouvé déjà très surprenant quand on m'avait envoyé ces éléments. J'ai pas eu la patience de tout regarder, mais bon. Au début, ils ont rendu hommage au travail de Pierre Hillard, y compris sur les Lubavitch et le noachisme. Et là, c'était un fait rare, et je me suis dit, ça cache quelque chose. Ça n'a pas loupé, un peu plus tard dans la soirée, je crois, hein, puisqu'on m'a envoyé l'extrait, c'est parti sur Michelle Obama, l'antéchrist, à l'œil bionique. Elle est en train de boire un verre de blanc, son œil, c'est un œil bionique, etc. Et effectivement, tout est à partir de Kabbale. C'est quasiment là, on est carrément dans la numérologie TOC, hein, dans le trouble obsessionnel du comportement, des cartographies de la France avec des étoiles, des Magen David, enfin plutôt avec des étoiles de Rinfant pour figurer, je suppose, les cartes de certaines églises ou de je ne sais quel site énergétique. Enfin, on est vraiment dans un délire complet. Ah oui. Il n'y a même pas le semblant de sérieux, enfin de sérieux. Ah oui, non, mais je vous donne un titre. Le titre d'hier, c'est Comment contrôle-t-il le monde par le temps? Et vous avez donc une photo de Michelle Obama, l'antéchrist, avec Donald Trump et à sa droite, Emmanuel Macron. La question n'est pas tellement que ce soit complètement délirant, la question c'est comment se fait-il que ça passe sur cette dissidence? Si vous prenez un peu de champ, vous avez d'un côté la dissidence politique, alors on va dire antisioniste, où tout se résume à un matérialisme, hein, finalement, puisque le messianisme de Boucher est dans l'arrière-boutique, mais officiellement on s'en tient à des choses qui relèvent de la raison, hein, puisque la foi n'a pas sa place dans tout cela, selon Soral. Et de l'autre côté, vous avez exactement l'inverse, c'est-à-dire cette dimension spirituelle, religieuse, poussé à l'excès, qui ne veut rien dire. Oui, c'est New Age catho, je mets ça entre 800 guillemets, une espèce d'imprégnation chrétienne. Alors ça a parlé de Jeanne d'Arc, ça a parlé de Pierre Hillard, ça a parlé peut-être même du Grand Monarque. Hein. On imagine bien Charles Monarque nous parler du Grand Monarque. Donc ça brasse un petit peu comme dans la Grosse Croix, si vous voulez. Il y a un habillage chrétien, puis derrière, en fait, c'est 100% New Age. Absolument. Et voilà, il n'y a pas de niveau, il n'y a plus du tout le vernis de, entre guillemets, sérieux d'un Corneille. L'idée, selon moi, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, Grégor, c'est vraiment une stratégie du pyramide. C'est ça. L'idée, c'est de salir, c'est de contaminer les contenus de Pierre Hillard en lui accolant deux barjots qui sont entre reptiliens, bioniques et christianisme New Age de bazar. Exactement. Et vous avez effectivement toute une stratégie qu'on va dénommer la stratégie Lubavitch reptilien, qui est une stratégie qui a été lancée par Christian Boucher en juillet 2023. À l'apparition du livre Les permanences de la mystique et géopolitique russe de Pierre Hillard. Et en fait, vous aviez déjà des premiers tweets où il parlait de Pierre Hillard, il faut le lire, je suis surpris qu'il n'évoque pas le rôle des reptiliens jouant au Kremlin, par exemple. Et donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette stratégie a été ensuite poursuivie par Jean-Yves Camus au mois de mars dans son article éponyme Lubavitch reptilien, paru dans Charlie Hebdo. Est-ce que vous pouvez décrire qui est Jean-Yves Camus et quels sont ses liens avec Christian Boucher?
Oui, on sait qu'il y a de très nombreuses vidéos de tous deux avec d'autres commentateurs, d'ailleurs, de la petite chaîne, on va dire, New Age-guénonienne, Baglis TV, disponible sur YouTube. Des petites vidéos où il dissert sur divers sujets en commun, ésotérisme et extrême droite, pour faire simple. Comment est-ce que, voilà, enfin, évolianisme, guénonisme, tous ces sujets-là, hein, le pérennialisme et ses liens avec les fascismes historiques ou avec la synarchie ou, disons, les extrêmes droites d'après-guerre. Et alors, Joseph Camus était le Rudi Reichstadt des années 90-2000, même si on était moins centré sur le conspirationnisme et plus sur l'extrême droite. Voilà, il y a une petite nuance d'accent. On n'était pas dans la littérature AC, comme dit François Belliot, on n'était pas dans la littérature anticonspirationniste, c'était vraiment sur les observateurs de l'extrême droite, mais c'est vraiment lui le parrain de tous les chercheurs depuis 25 ou 30 ans sur le sujet. Hein. Il est d'ailleurs un juif converti, puisqu'il n'est pas un juif de naissance, il est marié dans la communauté, et il est un des bras armés du B'nai B'rith, puisque c'est vraiment, je dirais, le B'nai, dont l'équivalent aux États-Unis est le B'nai B'rith, bien sûr, mais aussi l'ADL, et qui a son équivalent dans la LICRA. La LICRA, c'est l'ADL, donc l'Anti-Defamation League of the B'nai B'rith. En France, c'est la LICRA. Donc l'idée, c'est, si vous voulez, c'est la lutte contre le fascisme, contre le racisme, sous pilotage du judaïsme politique, afin, par exemple, on a assisté à la mort de Jean-Marie Le Pen ces dernières heures, empêcher les alliances entre la droite d'affaires et la droite populaire et nationale. Voilà une des choses, par exemple, que ont obtenu les B'nai B'rith et la LICRA dans les années 80, 90, 2000. Et donc, c'était ça le rôle de Jean-F. Camus, c'était vraiment un rôle de gardien, si vous voulez, gardien du seuil. Et il entretient une sorte d'amitié intellectuelle, soi-disant à distance, avec Christian Boucher, qui serait, lui, le pape du nationalisme révolutionnaire. Voilà un petit peu la chose. Alors nous en sommes même venus, à force d'analyser sur les différents épisodes que vous pourrez retrouver dans les différents bouchées doubles, 1 à 12, au fil de cette enquête qui a duré plus d'1 an, nous avons analysé le plus possible, d'ailleurs, appuyé sur des analyses lexicales, je dirais sur de la cartographie. Nous aurons l'occasion de montrer tout ça à nos auditeurs, peut-être dans un avenir pas si lointain. Nous avons fait un travail d'analyse, justement, des relations, à la fois des rapports de force, mais également des reprises lexicales des uns et des autres, pour essayer de comprendre comment cela fonctionne. Et cela fonctionne, en fait, comme une pince, comme une tenaille. C'est-à-dire que l'idée, c'est Christian Boucher, en fait, travaille lui aussi à l'avènement de l'Empire de la Faim, comme Jean-Yves Camus, puisqu'il est un Lubavitch du dehors, si l'on veut. Et ils attendent évidemment la venue de Machiar tous les deux, et chacun travaille à sa place sur le front, si vous voulez. Mais tout ça est coordonné. Voilà comment ça s'explique, et voilà comment on se retrouve avec un article du genre Lubavitch reptilien qui aurait pu être écrit par Christian Boucher lui-même. Exactement, dans Charlie Hebdo. Et en fait, ce qui est intéressant également, le fait de défendre les Lubavitch coagule une dissidence improbable. C'est-à-dire que vous avez l'athée Lucien Cerise qui va les défendre, et donc ils vont faire des tweets avec les mots Lubavitch et reptilien. Je pense que c'est également au musulman Rachid Achachi. On peut se poser la question, mais pourquoi défend-il les Lubavitch reptiliens? Je vous lis juste son tweet donc du 23 novembre. Vous allez nous révéler ce secret, les Lubavitch ou les reptiliens? Oui, ça va grouiller de Lubavitch et de reptiliens, répond Cerise. Vous avez donc Christian Boucher, vous avez également le marxiste Alain Soral qui, lui, ne va pas utiliser le mot reptilien, mais qui va avoir cette ritournelle qui va être « et du coup, les Lubavitch ». Alors, vous avez Myriam Palamba, c'est quelqu'un dans sa famille qui est un juif Lubavitch et pauvre, donc ça, c'était en réponse à l'Empire Lubavitch de Pierre Hillard. Vous avez évidemment Amalek, pour lequel donc les Lubavitch sont finalement des crypto-chrétiens puisqu'ils vénèrent en secret le Christ, en tout cas les principaux Lubavitch, et qu'ils sont antisionistes, et toujours en jouant, et ça c'est de la reprise des arguments de Christian Boucher, c'est-à-dire que les juifs Lubavitch sont antisionistes au sens laïcard, sécularisé, oui, mais ils sont dans un sionisme religieux et ils sont complètement à la pointe, à la manœuvre pour tout ce qui a trait au troisième temple. Et effectivement, on l'a déjà dit, il faut distinguer les exécutants des commanditaires. Vous avez donc tout ce qui est l'appareil national type CRIF ou l'AIPAC aux États-Unis, mais Shabbat, c'est 4000 points, c'est global,
c'est une vue globale dans un spécianisme planétaire, à l'image des menorahs géantes que vous avez partout sur la planète. Ensuite, vous avez également l'autre musulman, Anis Moudi Usmani, qui dit si, mais ER en parle, et donc il nous envoie une menorah. Non, mais il n'y a pas le mot Voldemort, et ça change tout. Vous avez le Bektashish écrolésien Mehmet Stern, le conciliaire multirécidiviste Amalek, l'anti-conciliaire Jovanovic, et là, Amalek va voir Jovanovic pour lui dire que, par exemple, je vais animer le Twitter de Pierre Hillard, ce qui n'est pas faux, c'est quelque chose qu'on a toujours dit, enfin depuis un an, quand il y a eu les accusations de Éric Vérac, c'est-à-dire qu'effectivement, pour les tweets techniques, je m'en occupe, tout simplement. On a également le catho-nazi Florian Rouanet, qui va nous attaquer, alors qu'on ne le connaissait pas, en disant mais pourquoi vous en prenez au Lubavitch, etc. Enfin, là, on ne parle pas de personnes en la qualité de Rudi Reichstadt ou d'un antifasciste. On parle d'un catho-nazi rivarolien, Florian Rouanet. S'il n'aime pas nos émissions, il ne les écoute pas. Mais pourquoi venir nous embêter? Pourquoi dire que finalement, il n'y a pas de problème avec les Lubavitch? Puisque l'argument, c'était soit effectivement Lubavitch reptilien, on est complètement écervelé, soit, je l'ai lu chez Lucien Cerise, chez Amalek, chez d'autres, c'est parce que nous protégerions les Rothschild. Oui, alors il y a ça. Et alors chez Rouanet, c'est un peu différent. L'argument, c'est les juifs, les juifs se comportent en juifs. Pourquoi rentrer dans ce luxe de détails, etc., etc. Et puis, on a évidemment un orteil de Youssef Indy, qui met juste un orteil, taquin. Tu es taquin, Rachid Achachi, quand tu accuses les autres de Lubavitch reptilien. Mais en aucun cas, il se mouille. On va dire, il y a un problème avec les Lubavitch. Donc, on va passer à la question 4, qui est comment expliquer que la dissidence antisioniste a promu mordicus le candidat Donald Trump, malgré son soutien à la politique sioniste et au grand Israël? Écoutez, là, je pense qu'il faut, à ce stade, faire un petit point sur la situation dans laquelle nous nous trouvons globalement. La situation est à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus dramatique que ne le laisse entendre la chiassidance autorisée. La situation en est très simple parce qu'en fait, nous nous retrouvons dans une situation comparable à celle de 1945 avec une sorte de partage du monde, un Yalta 2.0, où l'Amérique de Trump et la Russie de Vladimir Poutine vont se partager le monde, ils ont déjà commencé largement, sur le dos de l'Europe, sur le dos de la France. Et ce partage se fait d'autant plus aisément que, d'ailleurs ça a été reconnu par l'entourage de Trump, que des communications extra-diplomatiques ou paradiplomatiques sont passées déjà par les Lubavitch. Parce que nous sommes dans la situation où les deux hommes les plus puissants du monde, les deux présidents des deux plus grandes puissances mondiales, que sont les États-Unis et la Russie, sont aux mains des Lubavitch. Pour ce qui est de Vladimir Poutine, le rabbin Berel Lazar l'a rappelé lors de confidences qu'il a faites sur Poutine et son éducation, sur son enfance, vidéo que vous pouvez retrouver sur mon fil Telegram. Ça a été également confirmé par l'ancien rabbin du Mossad qui a parlé de Vladimir Poutine comme d'un Chabadnik. Il a dit Vladimir Poutine est un Chabadnik et il y a des raisons de le dire. Il ne s'agit pas de Conspi Magazine ou de deux salopards, Gregorovitch et M. K. Non, il s'agit du principal rabbin de Russie, bombardé là par les Lubavitch de Crown Heights, et l'ancien rabbin du Mossad. Pour Trump, il en va de même, puisque je le démontre assez clairement, enfin je le démontre, il y a des indices, disons, concurrents et convergents que je produis dans le dossier Trump, l'effroyable imposture, dans ODA Mag 3 de l'hiver 2024. Vous pouvez regarder ça, vous pourrez retrouver dans ce dossier de plus d'une trentaine de pages. En particulier, dans les premières pages, je reviens sur sa généalogie, sur les noms de famille qui gravitent autour de lui. Ses tantes, par exemple, sont toutes les deux mariées à des juifs. Son père, qui était un promoteur immobilier de New York, c'est le seul nom d'ailleurs qui ne sonne pas juif parmi tous les grands promoteurs new-yorkais des années 50, 60, 70, 80, ce qui est déjà une bizarrerie. D'autre part, c'est une bizarrerie qui s'explique par le fait que justement, elle est pour ainsi dire inexistante, puisqu'en fait, les gens qui ont grandi à Trump Village, qui a été un projet immobilier construit entièrement par le père de Donald Trump et dans lequel il vivait, dans le Queens, eh bien, à Trump Village, tous les gens qui étaient là regardaient les Trump comme des juifs cachés. Et Trump Village est devenu un dépotoir à réfugiés russes soviétiques dans le cours des années 50 et 60. Et donc, tout l'environnement de Trump pointe vers sinon une origine juive certaine, en tout cas une origine juive probable, de toute façon des mariages dans la communauté de Lumière, et cela est confirmé également par son mariage de sa fille avec Jared Kushner, le célèbre Jared Kushner, qui est lui-même un Chabad Lubavitch. Et puis, c'est encore, ça rebondit
Il y a un journal télévisé dont je produis les références, pareil dans ODA Mag 3, dans les notes de bas de page de l'important dossier qu'on a réalisé. Vous retrouverez donc une occurrence sur des révélations qui étaient attendues de la conversion secrète, mais qui devait être rendue publique, de Donald Trump à la forme rabbinique du judaïsme. Et puis, il y a aussi ces photos où on le voit au mont du Temple, brassant les plans que lui tendent les rabbins du futur troisième temple reconstruit, sur lequel travaille l'Institut du mont du Temple. Tout est prêt. Mêmes les vaches rousses ont été trouvées. Donc là, maintenant, finalement, ils n'attendent plus que l'avenue de Machiar. Donc, ils font tout ce qu'ils peuvent pour la précipiter, pour la déclencher. Et il faut comprendre que nous sommes dans cette situation-là, si vous voulez. C'est-à-dire que ces deux grandes puissances sont aux mains des Lubavitch. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, mais ça veut dire qu'avant de faire quoi que ce soit, il faudrait déjà commencer par comprendre où nous en sommes rendus de cet agenda. Parler d'autre chose, si vous voulez, parler d'autre chose en matière de politique ou même en matière de dissidence, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie parce que, à partir du moment où ces deux puissances sont, sinon aux mains, ou en tout cas ont l'oreille, les Lubavitch ont l'oreille de ces deux présidents, ils peuvent, par exemple, coproduire une guerre comme celle qui se trame en Ukraine depuis plus de 3 ans maintenant. Vous voyez ? Donc, c'est ça qu'il s'agit de comprendre avant tout, avant même de commencer à se poser la question de que doit-on faire, que peut-on faire ? Et c'est pour exactement, et si vous permettez cette incise, je réponds à une question qui m'a souvent été posée en message privé. C'est pourquoi on s'en prendrait à la dissidence plutôt qu'au pouvoir, finalement. Et justement, la réponse est là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire grand-chose, on ne va pas lancer des flèches contre des armées, ça on ne peut pas. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est juste faire ouvrir les yeux, non pas sur une dissidence sincère, mais une dissidence tenue à l'image de syndicats qui encadrent une base. En fait, elle sert de soupape. Elle sert d'ambianceur, elle sert à vous faire patienter. Et je crois que vous avez souvent fait un parallèle avec l'opération Trust dans ODA numéro 3, où finalement Trust the Plan, la baseline de Trump, n'est que le remake finalement de l'opération Trust, c'est-à-dire ne faites rien, on s'occupe de tout, ouvrez une bière, mangez du popcorn, on gère. Oui, alors justement en termes d'ambianceurs, il y en a deux qui se font remarquer particulièrement ces derniers mois. C'est Corneille qui a quand même validé l'attentat du 13 juillet et Stanislas Berton qui continue de nous entretenir des déclarations dont plus personne n'a rien à faire, de l'aveu même des autres QAnonistes. C'est en lisant les QAnon qu'on s'aperçoit que il n'y a plus que Berton pour continuer de promouvoir un personnage aussi inintéressant et évanescent que Lin Wood. Après, en effet, vous avez tout à fait raison, Grégor. J'y reviens dans le dossier L'effroyable imposture Donald Trump dans ODA Mag 3. Il y a 2 pages qui sont consacrées, je crois, à l'opération Trust, qui était cette opération du GPU, enfin de la Tchéka d'abord, puis du GPU, donc de la police secrète politique de l'Union soviétique sous la direction de Lénine, puis de Staline, qui a consisté à infiltrer les milieux d'opposants, monarchistes, nationalistes, militaires blancs, qui était très désorganisé, parce qu'évidemment, il contrôlait le pays quelques mois plus tôt. Et donc, il n'avait pas du tout une culture de la clandestinité ou des opérations subversives. Ils étaient très imprudents, ils étaient aussi très inorganisés. Et donc, ce qui s'est produit, c'est que plutôt que de les liquider tous dès qu'ils avaient connaissance d'un noyau de résistants, les bolcheviks ont choisi plutôt de les infiltrer et de les instrumentaliser, quand c'était des groupes en Russie, aussi bien que dans la diaspora d'ailleurs, qu'ils n'ont pas négligé, pour essayer de gagner du temps à la révolution. L'idée, c'était non pas de les liquider, mais de les intoxiquer et de faire passer le message suivant: ne faites rien de l'extérieur, ne cherchez pas l'appui des nations étrangères dans le but de faire une grande opération qui pourrait bousculer la révolution. Nous sommes déjà en situation de reprendre les choses en main de l'intérieur. Ne faites rien de délibéré, de prématuré, etc., ou qui mettrait en danger l'organisation intérieure. L'idée a toujours été, encore une fois, pour l'opération Trust, de gagner du temps à la révolution. Et là, maintenant, si on fait le parallèle avec la chiassidance, aussi bien qu'avec QAnon. QAnon, c'est évident. Ce n'est d'ailleurs qu'une poupée russe à l'intérieur de la chiassidance mondiale. L'opération QAnon, aussi bien que l'opération chiassidance en France, ne sert qu'à une chose: gagner du temps à l'agenda Lubavitch, c'est-à-dire le noachisme d'une part et la reconstruction du troisième temple de l'autre. Exactement. Et comme aux États-Unis, tout est toujours plus gros, pour s'en convaincre,
Steve Pizzenik, donc, qui était un proche d'Henry Kissinger, va carrément au micro d'Alex Jones, le grand résistant, et qui vous explique toutes les opérations QAnon avec toutes les subtilités, les dédales, etc. Et donc là, on est vraiment dans les échecs à 4 dimensions dont ne se lasse pas Stanislas Berton. Tout ça peut être extrêmement énervant si vous êtes un dissident. Et donc la question, c'est que vous pouvez vous demander pourquoi font-ils ça? Mais parce que en fait, ils font ça parce que c'est tout simplement leur agenda. Est-ce que vous pouvez imaginer que l'ennemi, avec les moyens qu'il a, n'emploierait pas des méthodes subversives invisibles pour tromper ceux qui pourraient déjouer ses plans? Juste pour que vous ayez une vision simple des choses, vous prenez Alex Jones aux États-Unis qui va recevoir Steve Pizzenik, le proche collaborateur de Kissinger, qui va vous expliquer tous les plans de Q, etc. Eh bien, en France, ça marche de la façon suivante. C'est que d'un côté, vous avez une dissidence ouvertement sioniste, donc on pense à Soud Radio, Berkoff, et une dissidence ouvertement antisioniste, on va penser à AER ou au DIMI en 442. Et puis pour GPHA, c'est un petit peu les deux. Et en fait, l'idée, c'est que jamais vous n'allez aller sur le judaïsme religieux. Vous cantonnez au judaïsme libéral. Mais il y a plus, parce que vous pouvez vous dire naturellement, ok, mais si je suis dans la dissidence antisioniste, est-ce que ça veut dire que les Hindis, les Soral, etc., tirent à blanc contre Netanyahou? Pas du tout. Ils tirent réellement contre les sionistes. La figure incarnée par un Netanyahou, c'est celle du Machia ben Yosef. Parce que vous avez deux Machia. Le Machia ben Yosef, le bouc émissaire, le cœur, et le Machia ben David, le vrai Machia, la tête. Et en fait, c'est pour cela que Schneerson disait de Netanyahou, il y a 40 ans, qu'il allait remettre le sceptre à Machia, comprendre Ben David. Ce sont dans des textes qui sont répertoriés sur Shabbat.org. Vous avez donc tous les tirs nourris uniquement contre Netanyahou et son gouvernement, évidemment, et qui vont donc être réellement tués, puisqu'il est un bouc émissaire. Mais la rédemption complète arrivera par Machia ben David. Et donc, en fait, il s'agit de faire un chemin pour le dessein des Lubavitch, de la petite communauté, et d'occuper par différents stratagèmes, soit par des diversions pures et simples, type QAnon, ou bien, quand vous avez des personnes qui se laissent moins avoir par ces dédales, de focaliser sur le bouc émissaire qu'est Netanyahou. Vous ne pouvez pas aller au-delà. C'est ça la dissidence. Oui, la dissidence, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment, comme vient de vous l'expliquer Grégorovitch, une entreprise pour gagner du temps à l'agenda de Machiar. Et Netanyahou, d'après cette trouvaille de Grégor, vivrait subjectivement sa situation comme celle qui annonçait du Machiar ben Yosef, donc du Saint Jean-Baptiste, on pourrait dire celui qui va aplanir les voies du Machiar ben David. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Netanyahou connaît son destin. Alors, on ne dit pas que attention, Netanyahou, on ne dit pas que Netanyahou est Machia ben Yosef. Je dis simplement que cela expliquerait pourquoi Schneerson a dit que c'est lui qui remettrait les clés à Machia, donc Ben David. C'est lui qui va concentrer toute la vindicte. C'est lui qui va occuper, qui va être mis comme ennemi principal. Et c'est si vrai que vous avez, par exemple, un livre comme celui de Pierre-Antoine Plaquevent ou de Youssef Indy qui vont parler à la marge en fin de livre de Schneerson et des Lubavitch, parce qu'ils ne veulent plus éviter le sujet. Toute la question, c'est de ne pas inverser la hiérarchie de commandement. Donc, ils vont être une espèce de gymnastique où ils vont dire c'est un sionisme religieux, millénariste, mais en même temps, de mettre ça sur le dos d'espèces d'ayatollahs, d'accord, qui appartiendrait au gouvernement de Netanyahou. Ça ne peut pas aller plus loin. Et on le comprend parfaitement quand vous expliquez, par exemple, qu'un Alexandre Douguin avait pour bras droit dans le bureau du parti Eurasia Avi Goreskin, toujours en lien avec l'antisioniste Christian Boucher. Vous dites, à un moment, c'est plus possible. Mais vous ne pouvez pas sortir de ce giron. Alors, cinquième question, c'est la question des méthodes, des auxiliaires et des proxys. Comment se défend le pouvoir ? Écoutez, pour ma part, j'ai eu récemment quelques petits épisodes en ce sens, puisque Yann Purdom, le directeur de la radio, donc Écoute et Respect, donc la radio d'égalité et réconciliation, donc ERFM, m'a envoyé des menaces voilées en me communiquant l'adresse de ma mère en Île-de-France. Voilà. Après m'avoir fait toute une scène, comment tu peux te comporter comme ceci, comme ça. Enfin, il m'a soufflé le chaud et le froid, si vous voulez. Évidemment, il y a eu un épisode beaucoup plus grave qui était les accusations de viol collectif sur la fille d'Amalek, donc par Pierre-Marie Payet, qui remonte à 2023 dans son article le mauvais œil du Deep State ou je ne sais quoi. Donc, il prétendait publiquement que je violais sa fille ou que mes amis violaient sa fille. Il y a eu plusieurs accusations. Là aussi, il y a eu quelques changements de pied.
que je serais un agent de la DGSE et du MACSEN, c'est-à-dire donc de l'État profond marocain, palais marocain, si vous voulez, que je lui enverrais des menaces par le biais du formulaire donc de son site internet, ce qui est absolument stupide quand on prétend que je suis un agent secret. Menaces en plus dans lesquelles je m'identifierais nommément ou quasiment. Donc, suite à tout cela, j'ai eu un petit épisode, si vous voulez, avec un de mes clients qui est tombé sur l'article d'Amalek. Et donc, pour le rassurer, j'ai porté plainte en septembre 2024. Après quoi, Amalek a continué à faire ses vidéos diffamatoires contre Pierre Hilard, contre vous, contre moi-même, tout en montrant son bracelet électronique, ce qui pour moi est vraiment le signe que c'est un indicateur qui est protégé par ses patrons, si vous voulez. Ensuite, après cette histoire avec Amalek, on pourrait d'ailleurs me reprocher de dire oui, mais vous avez porté plainte contre Amalek. En fait, je l'ai fait parce que je ne peux pas laisser des accusations aussi graves planer contre moi sans me défendre. Et la seule défense recevable socialement, c'est la plainte. Même si je le rappelle, je suis pour la liberté d'expression totale, à l'exception, bien sûr, de ce genre d'accusation infondée. Parce que ça, c'est vraiment, c'est salir pour salir, c'est salir pour diffamer, pour discréditer. À l'exception de ça, moi, je suis vraiment pour la liberté d'expression, disons, dans le contexte qui était celui de la France, de la loi de 1880, sans aucune de ces lois scélérates qui viennent la compléter et en fait la limiter. Cette loi de 1880 sur la liberté d'expression et la liberté de la presse. Donc, je suis pour la liberté d'expression selon la lettre de la loi de 1880, ni plus, ni moins. Non, mais là, malgré cela... Le but est de vous faire une mort sociale, j'y reviendrai, mais le but c'est que lorsqu'on googlise votre nom, c'est-à-dire qu'il ne va pas mettre uniquement Monsieur K, d'ailleurs vous donnez son nom à Amalek, parce que celui-ci l'a fait déjà depuis 2022, c'est-à-dire 2 mois après que vous ayez quitté ER, je ne vais pas y revenir, pour ceux qui veulent du détail, vous allez sur Boucher Double 12, vous avez eu l'article Mauvais œil de l'État profond, donc vous, où on prend du vrai, du faux, on en fait toute une histoire, mais ce qui compte c'est que l'on voit votre véritable nom, ce qui va permettre ensuite, si quelqu'un, un employeur, un client fait une recherche sur Google, de vous trouver et de vous retrouver dans le contexte. Et ER a fait la même chose avec moi. Là, récemment, l'intervention de Soral, il a balancé mon LinkedIn. J'avais déjà eu une attaque par un certain Alexandre Pion, alias Iris Plan, qui prétend que je serais Alexandre Breton, par exemple. L'année dernière, il est venu sur mon LinkedIn. Il m'avait menacé d'ailleurs lors de l'annonce du premier Boucher Double sous le nom Rose Blanche. Après, il y a eu évidemment autre épisode, c'est la réapparition d'un de mes anciens associés, l'Algérien Mehdi H. Je me réserve le droit, dans des contenus à venir, d'en dire beaucoup plus sur lui, puisqu'il rencarde aussi bien Amalek que Égalité et Réconciliation, là encore en mêlant le vrai et le faux, en trahissant d'ailleurs tous les principes de l'amitié, puisque nous avons été très étranges, lui et moi, comme quoi on n'est jamais assez raciste. C'est la conclusion de cette mésaventure avec monsieur Mehdi H, qui d'ailleurs a fait une fausse conversion pour abuser de la naïveté de la jeune femme qu'il a épousée, à qui il a fait, je crois, 2 enfants depuis. Aujourd'hui, je sais qu'il habite dans un château où, comme à son habitude, il ne paye pas les loyers et que je sais qu'il va encore, une fois, prendre la poudre d'escampette pour ne pas payer ses loyers, comme il a fait quand il habitait en Île-de-France, dans la même résidence que moi, comme il l'a fait d'ailleurs dans son dernier logement parisien, rue de Savoie. C'est à lui que vous deviez le fait que Yann Purdom connaissait non seulement l'adresse de votre mère, mais également que c'était au fond du couloir, porte gauche. Exactement, tout à fait. Et quant à vous, Grégor, je crois que vous avez eu aussi affaire à quelques auxiliaires et proxys de la chiassidance. Oui, alors j'ai eu le chef. Selon le chef, je suis un tétard de bénitier, non, il se trouve que j'ai toujours dit simplement que je m'étais converti au catholicisme pour dire d'où je parlais, point barre. Et tous ceux qui sont sur le groupe savent que j'évite précisément tous les sermons, etc. Puis d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que je traduis le musulman David Livingstone depuis plus de 6 ans. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, mon nom a été jeté en pâture avec mon LinkedIn par Soral, et évidemment validé par Pierre Berdag. Alors là, je m'interdis pas de le doxer parce que ça s'est fait avec son consentement. Ensuite, nous avons évidemment les attaques de Cerise selon lesquelles nous serions tous les deux pro-ukrainiens, c'est pour ça que nous attaquons la Russie, et que nous serions maçons, vous et moi encore, puisque moi j'ai toujours dit que j'avais été maçon. J'ai quitté l'institution il y a 10 ans. J'en profite également pour revenir sur une rumeur lancée par Amalek. En fait, pas du tout. Cette rumeur a été lancée et propagée par Christian Boucher lui-même, suite à ce que j'héberge pendant 3 jours Pierre Hilard chez moi pour une conférence à Nice. Donc nous sommes en juin 2023. Et suite à laquelle Amalek, quand je lui avais fait part qu'il était venu me voir pour dire mais puisque tu fais Boucher Double avec Sébastien, mon ennemi, je vais me venger avec Pierre Hilard. Il m'avait demandé, et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? Non, rien. Et mon non, rien est devenu, c'est la preuve que je lui aurais confié également que j'aurais quitté la maçonnerie parce que pour monter, il fallait se faire sodomiser.
je le cite. Hein. Alors là aussi, il y a tout un problème de logique scabreuse, mais pourquoi j'aurais quitté la maçonnerie pour ces raisons-là? Pour avoir une relation avec Pierre Hillard. La même chose, il nous accuse d'être de mèche avec ER et que tout ça est du théâtre. Pourquoi se rend-il sous les tweets de Pierre Jovanovic pour lui donner des infos à mon sujet? Là encore, on voit bien qu'il n'y a rien qui tient la route et je pourrais continuer. Juste pour couper court, ce qui compte, c'est le cui bono. À la fin, Amalek, c'est pro-Lubavitch. Pendant un moment, ça a été dire, il en parlait, et à la fin, ce sont deux bons crypto-chrétiens. Oui, au début, c'était en effet, au début, Amalek disait en effet, c'est moi qui ai lancé le sujet Lubavitch dans la dissidence. Et ensuite, c'était, il ne faut pas attaquer les Lubavitch, ils sont crypto-chrétiens. Là, on a quand même assisté à un revirement inédit, unique en son genre, une cascade à ne pas reproduire chez vous. Après, il y a un autre sujet dont on peut peut-être dire un mot quand même, parce que c'est de l'aveu même d'Amalek. Amalek, j'ai appris ça, ça m'a été communiqué par un de mes auditeurs, il m'a envoyé un forward du fil Telegram d'Amalek au DDR Club, où Amalek commence à percer les tuyaux pour informer son lectorat, son public, comme il dit, qu'il y a des accusations de la mère de sa fille contre lui pour des attouchements. Et donc, c'est public, hein, c'est lui-même qui en fait état. Donc, je me suis permis, à la suite de cet enregistrement, de le mettre sur mon fil Telegram. Et là, on voit tout un dévoilement quand même. C'est-à-dire que Amalek qui ne parle que de sodomie, d'anus, de choses qui tournent autour des intestins, enfin voilà, enfin les choses scatologiques, hein, qui va être accusé de cela. Alors, il est réputé innocent, hein, jusqu'à preuve du contraire. Mais j'aime bien quand même dire que en ces matières, en général, oui, moi par exemple, ça ne m'est jamais arrivé. Ça, on m'a jamais accusé d'attoucher mes enfants, jamais. Voilà. C'est vrai que c'est toujours délicat parce que les accusations mensongères, ça existe, ça Amalek le sait. Moi j'avais un ami qui disait toujours on paie par là où on a péché et effectivement s'il y a des calomnies, vu le nombre de calomnies et de saloperies qui ont été déversées par Amalek sur vous, sur Pierre Hillard, mais sur d'autres. Par exemple, je sais que quand ça a été pris à Daniel Conversano, pour lequel je n'ai aucune sympathie, parce que Daniel Conversano avait attaqué le Christ, comme il le disait, c'est parce qu'on lui avait demandé de le faire. Et effectivement, Daniel Conversano était un ennemi de R. Il faut toujours se poser des questions sur les timings. Il a juste dit que nous avions commencé les bouchées doubles et que c'était suite à cela qu'il nous avait attaqués, parce que je m'étais associé avec vous. Rien n'est plus faux. Il avait déjà commencé à attaquer Pierre Hillard 3 mois plus tôt, suite à Hubris. Donc en fait, il habille tout ça. Et comme on vous l'a toujours dit, il y a toujours la pince. Et donc, j'ai eu encore mon nom dans un article de Libération. Quant à Roland Gravier, il fait du Charlie Hebdo, c'est-à-dire qu'en fait, il va attaquer ceux qui critiquent les Lubavitch en disant il voit des Lubavitch partout. Le problème n'est pas qu'on voit des Lubavitch partout depuis maintenant 1 an. Le problème est qu'on n'en a pas parlé pendant 18 ans dans la dissidence. Et qu'aujourd'hui, quand il est obligé de parler de Hanouka, il va s'en prendre à Anne Sinclair, mais ne va jamais aller au-delà du problème structurel. Il va anonymiser, et c'est tout le truc. C'est la dissidence, quand elle va parler de Hanouka ou des Menorahs, elle va invisibiliser les Lubavitch. Je vous propose, si vous le souhaitez, Grégor, de passer à la question suivante. Dans un tweet de novembre, Alain Soral affirmait que j'allais recevoir une assignation pour mes mensonges. Qu'en est-il? Que pouvez-vous en dire? Alors, il s'agissait en effet d'une assignation qui m'aurait été envoyée, que j'ai toujours pas reçue, mais que j'ai pu recouper à l'aide des services de mon avocat. Une convocation pour le 21 janvier prochain, donc dans quelques jours seulement, pour répondre donc d'une diffamation contre l'entreprise Culture pour tous, donc qui en fait est la société qui porte la marque Contre-Culture au bon sens, etc. Cette entreprise donc se plaint que j'aurais gravement attenté à son honneur en parlant d'elle comme d'une structure Potemkin, alors que je rappelle bien dans la citation, c'est d'ailleurs dans la citation à comparaître, les citations verbatim de moi rappellent que je dis bien qu'il y a de l'argent, des vrais livres, et que c'est bien normal qu'ils conservent cet argent parce que c'est le commerce. Il y a un contresens en fait. Je ne prétends pas que les structures Contre-Culture ou Culture pour tous, la société qui porte cette marque, n'ont pas d'activité. Je prétends que cette activité ne rend pas compte du train de vie de la chiassidance et de Monsieur Bonnet de Soral en particulier. Je ne dis rien d'autre. Donc je pense que là, il y a un contresens complet. Et j'ai d'autres éléments de défense, évidemment, mais que je ne vais pas communiquer par avance à la partie adverse. Dans tous les cas, je préviens l'auditoire, si vous les gens qui nous écoutent, les gens qui observent quand même cette crise Lubavitch depuis plus d'1 an maintenant, je voudrais les mettre en garde contre le mensonge probable que se prépare de faire Alain Soral dans l'éventualité où Culture pour tous gagnerait ce procès. Donc, ce serait, si vous voulez, ce sera la stratégie de l'arbre qui cache la forêt. Il va dire, voyez, il a été condamné
pour avoir diffamé contre-culture, pas culture pour tous, donc tout ce qu'il dit est faux. C'est évidemment grossier, puisque quand bien même je serais condamné sur cette expression qui pourrait être due à une incompréhension des juges, ou à une maladresse de ma part, ou à une ambiguïté excessive qui fait qu'on ne comprend pas bien ce que je veux dire dans l'extrait qui a été présenté au juge, cela ne prouverait pas du tout que l'ensemble de ce que nous avons fait est faux, ou qu'il serait mensonger. Je peux en effet, ici ou là, commettre une inexactitude, une erreur de date, une erreur de nom, que sais-je. J'essaie dans la mesure du possible de le corriger quand je le peux, quand on me le signale d'abord. Et d'autre part, sous le soleil, rien de parfait, n'est-ce pas? Moi, le dernier. Mais je mets en garde le public contre cette tentative d'enfumage qui se profile dans l'éventualité où je devrais perdre. Maintenant, je pense que je vais gagner ce procès parce que nous avons trouvé 2 ou 3 choses, si vous voulez, avec les avocats qui me laissent penser que nous allons gagner. Et si je devais perdre, d'ailleurs, je pourrais moi aussi jouer, je ne le ferai pas, je vous rassure, mais je pourrais moi aussi jouer la carte, vous voyez, du mauvais gagnant, si vous voulez, du mauvais joueur. Il n'en sera rien. Ce sera juste que Alain Soral a tenté la même chose dont il se plaint depuis 15 ou 20 ans, c'est-à-dire d'être constamment accablé de procès pour le faire taire. Là, clairement, il s'agit d'une entreprise pour m'intimider, parce qu'à la différence d'Alain Soral, moi, j'ai pas acheté ma fille sur AliExpress. Les enfants que j'ai sont de moi, je les élève. Donc tout ça, évidemment, coûte beaucoup d'argent. Et donc, il essaie de me fragiliser économiquement. Hein. Vous en avez parlé, c'est vraiment la stratégie de la mort sociale. Donc en me faisant un procès, ils ont eu beaucoup de mal d'ailleurs à trouver un point d'appui pour le faire. L'objectif, c'est ça, c'est me faire taire par la peur économique, si vous voulez. Maintenant, à cela, je voudrais faire une dernière remarque, c'est que d'abord, je ne reculerai pas, ça ne marchera pas. Et aussi, je fais remarquer à ceux qui nous écoutent que Alain Soral n'a pas porté plainte en son nom propre. Il n'a pas porté plainte en disant que je le diffamais. Non, il a choisi de faire porter plainte par Culture pour tous, qui est d'ailleurs l'intitulé que personne ne connaît, puisque tout le monde parle de contre-culture, qui porte la marque commerciale contre-culture. Elle porte plainte pour défendre son honneur. Mais ce n'est pas Alain Soral. Vous voyez, il y a déjà là, on voit qu'il y a des nécessités d'ordre juridique, mais il y a aussi des stratégies d'évitement. Alain Soral ne veut pas porter plainte directement parce que il sait qu'il serait débouté par les tribunaux, lui qui a été condamné de très nombreuses fois pour injure et diffamation. Et c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Lui qui a tant injurié, tant diffamé et qui s'est tant plaint pour la liberté d'expression, qu'il fasse cette plainte sur une broutille, soi-disant pour défendre l'honneur des salariés, des petites secrétaires, comme il l'a fait d'ailleurs dans l'affaire Poussard. Hein. Il essaie toujours de se réfugier derrière la petite secrétaire, la petite nana de l'accueil, pour jouer en fait les populistes d'entreprise. Alors, j'adresse ici ça aussi avec sa femme de ménage. Hein. Il le fait systématiquement, ou son plombier. Voilà. C'est ça, c'est ça. Alors moi, j'adresse un message très chaleureux à Nina, à tous les gens qui ont travaillé, que j'ai croisés, avec qui j'ai eu des échanges, soit pour les questions des cours, soit pour des questions de secrétariat, Betty, tous les sans grades, les obscurs, les soutiers qui font fonctionner la structure. Je les salue chaleureusement. Et je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, je peux me répéter, je leur garde souvenir très chaleureux et très amical à tous. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas après eux et ce n'est pas après leur honneur que j'en ai, pas du tout. Qu'ils se rassurent. Et je l'ai dit d'ailleurs dans Boucher double 12 qu'ils ont toujours été très corrects sur le plan financier et spécialement les gens, si vous voulez, dans la structure sont très ponctuels, très pointilleux, très sérieux, très affables, très amicaux. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et ça, je le dirai devant le juge, et je produirai d'ailleurs, s'il me le demande, les preuves de ces propos passés. Donc ce n'est pas après eux que j'en ai, mais Alain Soral est un lâche. Et ça, on aura l'occasion de s'en apercevoir encore et encore dans les semaines et les mois qui viennent, puisque, encore une fois, il prétend que les Lubavitch ne représentent aucun danger. Alors vas-y Alain, lâche-toi, parle-nous des Ménorah. C'est ça. On peut aussi inverser la question. Constantin Malofeyev de l'Institut Tsargrad, dans lequel siège Alexandre Douguine. Et ce Constantin Malofeyev est connu et réputé pour être un agent d'influence pour soutenir les droites radicales européennes, l'alt-right, et il est en lien avec les Lubavitch, avec lesquels il a fait sa fortune, et avec lesquels il a marié sa fille aînée, puisqu'il a marié sa fille aînée avec le fils de l'un d'eux, qui est ministre, je crois, des communications du Kremlin. Donc, je n'ai plus les noms en tête, mais c'est quelqu'un qui est vraiment lié au renseignement. Et la deuxième chose, c'est pourquoi, s'il est connu pour influencer, donc quand on parle d'influencer, que quelqu'un a des millions, ça veut dire finalement financer,
Pourquoi la galaxie Soral serait l'exception française ou l'exception suisse maintenant? De la même façon, vous pouvez aussi ensuite voir les 85 procès seulement comme des gages, mais aussi quelqu'un qui a de vraies emmerdes avec un huissier ne va pas prendre les choses avec légèreté pour prendre des procès non pas pour des propos politiques, mais des injures et des diffamations. Parce que le problème est là, c'est-à-dire que Pierre Hillard, par exemple, il s'étonne qu'il n'a pas d'emmerde, sauf que Pierre Hillard a toujours été réglo. Je rappelle que récemment, Pierre Hillard a publié le petit texte incendiaire de Alain Soral contre Pierre Hillard. S'il y a un problème de perception des Lubavitch, c'est parce que c'est une perception catho-tradie. Je fais court, mais c'est à peu près ça l'idée. Pourquoi Alain Soral est venu ensuite dire que Civitas devait sa dissolution à Pierre Hillard? Donc c'est quelque chose évidemment mensonger que sans être condamné, ce qui compte, c'est la réputation. Je dirais qu'aujourd'hui, ne regardez plus tellement ce que vous disent les uns et les autres, regardez ce que vous passe BFM TV, regardez où en est le programme. C'est toute l'ironie. Vous avez la doxa qui s'occupe des moutons qui ne se posent pas de questions, et puis vous avez l'alter doxa, l'alt doxa, qui elle va se charger des moutons qui sont un peu plus curieux. Et là, la stratégie est celle de l'enfumage. Ce qui compte, c'est de vous occuper puisqu'ils savent que vous avez une nature curieuse. Et à partir de là, vous comprenez par la réaction des uns et des autres que vous avez trouvé le post-it Lubavitch qui éclaire à la fois l'articulation politique et messianique, alors que la dissidence soit va laïciser le problème, soit vous faire partir dans les tours avec de la spiritualité kabbalisto-numérologique. Non, les Lubavitch ont la particularité d'intégrer les deux dimensions. C'est-à-dire que c'est à la fois très messianiste et très concret. Les menorahs sont dans votre vie quotidienne. Tout à fait, je parle de tous ces sujets d'ailleurs dans ODA Mag 3. Il y a une partie de l'enquête sur l'effroyable imposture Trump porte sur le noachisme, qui porte sur la reconstruction du troisième temple et sur le rôle en fait de toute cette opération d'enfumage. Il y a toute une partie qui a une dette assez importante derrière l'égard du travail de Joe Masso sur les architectes des campagnes d'intoxication et d'enfumage dont vous parliez, en la personne de Michael Aquino, le général Flynn et quelques autres. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que on retrouve Michael Aquino, l'inspirateur, enfin le dirigeant, après avoir été longtemps un ami de Anton Sanzor Lavey, le patron de l'église de Satan, qui a créé donc le temple de Seth. Et ce Michael Aquino qui a créé le temple de Seth donnait lui aussi dans l'éso-nazisme qui plaît tant à Christian Boucher. Vous voyez, donc on n'est pas si loin de notre sujet. Je pense que ça pourra intéresser ceux qui veulent vraiment comprendre tout ce que nous nous sommes dit aujourd'hui, mon cher Grégor. Il y a de nombreuses choses dans ce ODA Mag 3. Il y a l'effroyable imposture de Donald Trump. Il y a également un papier sur les 10 raisons d'en finir avec Alain Soral, qui est un papier un peu plus humoristique, voilà, où je pense en avoir fini avec lui. Et puis, vous trouverez également l'article que vous avez eu la gentillesse de nous accorder, mon cher Grégor, qui porte sur le livre de Pierre Hillard, Comprendre l'Empire Lubavitch et sa réception dans la dissidence. Vous revenez sur de nombreux aspects que nous avons traités aujourd'hui, mais avec, je dirais, avec le calme et la profondeur de la plume. Et donc, vous pourrez là aussi retrouver des éléments. Et pour faire une petite ouverture, je vous conseille bien sûr d'aller écouter, pour ceux qui découvrent ce sujet, les émissions de Joe Masso qu'il a réalisées chez Haltérophilo, aussi bien que chez Aquina. Et puis, si vous avez des doutes, vous référez aussi à l'ensemble des plus de 30 ou 40 notes de bas de page de l'enquête que j'ai réalisée donc pour le magazine ODA 3. Et bien sûr, je renvoie également nos auditeurs au travail du groupe IOR. Vous pouvez retrouver des choses, bien sûr, sur noach.es. Vous retrouverez des choses aussi sur egregor.com, où vous retrouverez de la mémétique, les récoltes mensuelles d'eux-mêmes de l'équipe du groupe IOR, donc Pascal, Théière de Jardin, BHL et quelques autres. Vous retrouverez également la mémétique sous forme de strip américain par Eugène Le Sabre, qui nous a fait des choses très amusantes aussi. Et vous retrouverez bien sûr les articles importants de BHL, en particulier celui sur Youssef Indy, qui évidemment pas son moins bon. Ce dont on fait état, ce sont des gens qui savent qu'ils vous mentent, et je pense que ça doit être le premier marqueur. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a le grand mensonge du mainstream, si vous voulez, qui est un petit peu comparable au mensonge qu'il y avait dans l'Union soviétique que raconte Solzhenitsyn. Parce que de toute façon, il ne faut pas s'égarer. Le mondialisme, ce n'est jamais qu'une forme de communisme hybride, capitalo-communiste. Et il y a le petit mensonge de l'alt-doxa. Vous avez eu la brillance, l'intelligence de bien produire pour le dans l'émission que nous avions donnée ensemble à notre ami Haltérophilo. Il y a le grand mensonge et le petit mensonge. Et en fait,
Il ne faut pas tomber dans l'un dans l'autre uniquement par réflexe antipolitiquement correct. L'idée, c'est vraiment de toujours rechercher la vérité, quel qu'en soit le coût, au prix, celui, je dirais, de découvrir des choses assez peu engageantes. Je vous l'ai dit, la situation est terrible. La situation est véritablement catastrophique. Les deux plus grandes puissances mondiales sont aux mains des Lubavitch et nous sommes probablement, soit en Ukraine, soit au Moyen-Orient, au bord d'un troisième conflit mondial. Donc la situation est vraiment pas brillante, mais tout peut glisser aussi en Asie-Pacifique, que ce soit à Taïwan, au Japon. Voilà, il y a plusieurs zones de tempête. Il y a également un conflit possible entre le Pakistan et l'Inde. La situation est vraiment catastrophique. Mais l'espoir est permis, surtout, si on accepte de recevoir le Christ dans sa vie. Si vous êtes prêt à recevoir le Christ, d'autant plus vous serez prêt à recevoir l'Antéchrist. Donc je ne peux que vous encourager à vous rapprocher des sacrements, de l'autel, du baptême pour ceux qui ne sont toujours pas baptisés, et à vous armer de courage pour les mois et les années à venir. Alors haut les cœurs et Dieu vous garde.